Alors, bonjour Monsieur Béran, merci d'avoir accepté notre interview au site fleur.fr. D'abord, nous nous soucions de votre état de santé. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu actuellement quel est votre état de santé ainsi que votre épouse après avoir suivi les soins à Paris ou en Italie? Euh, Ma santé s'améliore, bien qu'elle n'est pas encore au top, mais je commence à reprendre mes forces. Quant à Leïla, sa santé, elle est affectée vraiment au niveau de la vision, parce que les ophtalmologues qui l'ont examinée ont décelé que l'œil gauche est très endommagé par l'impact de la grenade lacrymogène qu'elle a reçue au visage en mai dernier lors des manifestations réclamant notre opération. Alors, au mois d'avril 2012, vous avez incinéré des livres religieux en fait. Est-ce que vous avez imaginé les conséquences de cet acte, que ce soit au niveau de l'opinion nationale, au niveau de l'opinion internationale et puis aussi au niveau pénal? Je n'ai pas incinéré des livres religieux. Ce n'est pas des livres religieux. C'est des livres qui rentrent, des productions intellectuelles qui rentrent dans le cadre de toutes les productions intellectuelles que les hommes ont fait pour justifier leur domination sur d'autres. Donc c'est des codes d'esclavage, des codes noirs qui justifient l'esclavage, donc la pratique de l'esclavage des hommes sur leur vis-à-vis. Et donc ça relève de la littérature qui jalonne l'histoire de l'humanité, qui est une littérature inventée par des hommes pour assouvir et justifier, pour assouvir leur caprice sur d'autres et pour justifier ces pratiques terrestres, ces pratiques qui relèvent de l'instinct domaniaque de l'homme contre son vis-à-vis. Donc ce ne sont pas des livres religieux. Mais on vous a quand même accusé le crime d'apostasie, qui est quand même un crime passible de la peine de mort en Mauritanie, où il y a quand même certains érudits, entre guillemets, qui ont réclamé quand même l'application de la charia, en l'occurrence l'application de la peine de mort, parce qu'on vous impute un petit peu d'avoir porté un coup dur au caractère sacré de l'islam en Mauritanie. Non, ce n'est pas l'islam que j'ai attaqué. Au contraire, j'ai porté un coup dur contre toutes les fabrications, toutes les constructions mensongères qui ont chargé l'islam et qui non seulement chargent l'islam, dénaturent l'islam et portent préjudice à l'islam, mais aussi j'ai porté un coup dur à une construction idéologique et sociale qui martyrise plus de la moitié de la population mauritanienne jusqu'à maintenant par l'esclavage et les pratiques similaires. Mais quelle est réellement la position de l'islam vis-à-vis de la pratique de l'esclavage ou de l'esclavage en lui-même? L'islam est par essence une religion égalitaire, une religion de justice. Les messages du prophète Mohammed et même les versets du Coran, les sourates du Coran regorgent d'injonctions pour les hommes, pour que les hommes s'éloignent du mensonge, du faux, pour que les hommes soutiennent la justice, soutiennent les plus humbles, protègent les plus humbles, et pour que les hommes se conduisent
avec leur vis-à-vis comme s'ils se conduisent avec eux-mêmes. Donc un homme ne peut pas être un musulman tant qu'il n'aime pas pour ses frères humains ce qu'il aime pour lui-même. On rappelle que vous êtes là libéré sous contrôle judiciaire. Est-ce que vous êtes un petit peu sous pression? Vous avez peur éventuellement de retourner en prison en continuant de mener votre combat? Non, je n'ai peur de rien parce que je sais que je vais retourner en prison un jour, pour une raison ou une autre. Je sais aussi que je vais mourir pour une raison ou une autre parce que j'ai dédié ma vie à cette lutte. La lutte contre l'injustice, contre le racisme, contre l'esclavage et contre toute forme d'injustice, d'où qu'elle vienne et sur qui elle s'applique, que ce soit sur un Haratin, un Peul, un Soninké, un Wolof, un Bambara, un Arabe ou un Berbère. Je les défendrai tous quand ils sont victimes d'injustice et je sais que ma vie s'arrête là où s'arrête la lutte pour la justice entre les hommes. Bon, on vous accorde d'avoir accompli quand même en moins de 5 ans dans votre combat pour les droits de l'homme plus de choses que les organisations politiques et de la société civile n'ont pu faire jusque-là. Quel est le secret de votre réussite? Franchement parler, je n'ai rien, je ne me sens pas avoir quelque chose de particulier, sauf si que personnellement, je ne pense pas qu'en parlant, qu'en exprimant mon point de vue, je dois peser, voir les choses en termes de perte et profit. Parce que ce qui a condamné la classe politique et l'élite mauritanienne à vivre dans le statu quo, dans la stagnation, c'est le fait que c'est une classe politique et une élite qui veut s'exprimer seulement quand cette expression doit apporter en termes électoralistes un résultat ou apporter aussi un retour Donc on peut que l'État fait à quelqu'un qui parle dans le cadre de ce que veut l'État. Donc on peut Ou dire la que c'est société, un combat désintéressé que vous menez. Donc non, vous c'est un n'attendez rien combat en retour. désintéressé et je ne suis pas là pour faire une opposition dans le système. Je pense que l'opposition que je fais, c'est une opposition contre tout le système. Donc, ici, en parlant, en faisant des choses que j'ai fait pour ma conviction, je parle souvent contre la bienséance, je parle souvent contre tout le monde. Mais je n'en ai cure, je pense que je dois avoir un point de vue opposé à l'idéologie ambiante. Nous devons vraiment créer l'opinion contre l'opinion générale qui baigne dans le mensonge, dans la langue de bois. Je pense aussi que ceux qui se sont opposés et ceux qui sont sortis pour parler, pour réclamer notre pendaison, pour crier à l'apostasie, lorsque nous avons incinéré symboliquement ces livres, ou bien c'est des gens intéressés, donc les gens qui, eux, profitent de cette idéologie esclavagiste qui leur sert à maintenir leur vis-à-vis dans les chaînes et à les exploiter dans le sens le plus inhumanitaire, ou bien c'est des laudateurs de ce système abject, ou bien c'est des ignorants. Donc ces trois catégories de personnes, ces trois catégories, c'est les catégories qui font le lot des institutions et des organisations et personnalités qui nous ont condamnés. D'accord. Dans votre combat contre l'esclavage, ok. Pensez-vous que l'arsenal juridique mauritanien en matière de droits de l'homme soit suffisant? Le cas échéant, à quel niveau se situe le blocage?
non seulement l'arsenal juridique en Mauritanie n'est pas suffisant, mais l'arsenal juridique en Mauritanie contre les droits de l'homme n'est pas fait pour être appliqué. Il est fait seulement pour dédouaner la Mauritanie devant la communauté internationale. C'est pourquoi de toutes les ratifications que la Mauritanie a fait pour les conventions internationales des droits de l'homme et toutes les lois que la Mauritanie a édictées, comme la loi contre l'esclavage, il n'y a jamais eu un cas d'application. Ben, sauf qu'après, en adhérant aux conventions internationales et puis aux textes internationaux, la plupart de ces textes, la Mauritanie émet des réserves sur certaines dispositions des textes qui éventuellement, comme ils disent, pourraient porter atteinte à la charia islamique et disent que cette convention s'appliquera conformément à la charia islamique. Est-ce que ça ne vide pas quelque peu le Non, sens des conventions? La Mauritanie elle-même n'applique même pas la charia islamique. La Mauritanie, elle applique un régime de droit qui n'est pas écrit, mais qui est un régime de droit esclavagiste. La preuve, c'est que le code d'esclavage que nous avons incinéré, que nous avons visé par notre incinération symbolique des livres, le 27 avril, c'est le code d'esclavage qui autorise la castration, la mutilation et la mise en esclavage des Noirs. C'est ce code d'esclavage qui est à la base de l'éducation et de la formation des magistrats, des officiers de police judiciaire et des administrateurs en Mauritanie, parce que les livres incriminés sont à la base des études des cadres mauritaniens de l'ENA, l'École nationale d'administration. Donc le problème ne se situe plus au niveau de la transposition des textes internationaux au niveau du droit interne, c'est plus au niveau de l'éducation aux droits de l'homme ou au Pas manque de seulement, volonté et à la politique. volonté de l'État de maintenir l'application des droits de l'homme très loin des réalités juridiques en Mauritanie, et ce pour protéger la classe dominante en Mauritanie qui a fondé son mode de vie sur les pratiques d'esclavage et autres violations des droits de l'homme. Bon, on en vient à une autre question. On met souvent un petit peu l'accent sur votre ambiguïté autour de l'identité des Haratim. Êtes-vous convaincu de leur arabité? Si oui, quel est le processus de leur arabisation? Sinon, quelle identité leur donneriez-vous? C'est faux, je n'ai jamais été ambigu sur l'identité des Haratim. Pour moi, seulement, je considère que le problème des Haratim, ce n'est pas un contentieux culturel. Notre contentieux avec la société est un contentieux des droits de l'homme. Et je refuse toujours que nos frères qui se disent arabes, l'élite qui se dit arabe, et qui ne dénonce pas l'esclavage, et qui est solidaire des pratiques esclavagistes, et qui trempe dans les pratiques esclavagistes, dans les pratiques de racisme, dans toutes les pratiques qui sont contre le droit, je récuse l'argumentaire que développe cette élite esclavagiste qui, pour nous contredire dans notre lutte contre l'esclavage, il oppose à notre engagement contre l'esclavage l'arabité, que nous sommes arabes et ça suffit. Mais ça c'est faux. C'est dit faux. Et premièrement, c'est un faux débat, parce que ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est les violences et les pratiques discriminatoires et à caractère esclavagiste auxquelles sont soumis la communauté Haratim. Ils sont soumis à ces pratiques. Auxquelles sont soumis la communauté Haratim. Mais aussi, rien ne peut me faire avaler, rien ne peut me faire avaler que nous, on doit se taire sur ces pratiques contre nous seulement parce que nous sommes arabes, parce que nous ne sommes pas à la recherche de l'arabité.
Le fait Les donc, Haratin ne sont pas arabes. donc le fait d'accepter l'arabité des Haratines, c'est quelque part cautionner l'existence Non, de l'esclavage. non, ce n'est même pas. Ça, c'est un faux problème qui est avancé par les esclavagistes pour noyer le poisson, pour essayer de taire le vrai débat, qui est le débat sur l'esclavage. Est-ce qu'on peut parler de culture haratine en Mauritanie? Oui, bien sûr, les Haratim, je pense que c'est une communauté ethnique à part, bien que ça, ce n'est pas la principale, notre principale préoccupation. C'est une communauté à part qui a développé et achevé la construction de son identité à part. Cette identité est bien indépendante et des Arabes, et des Berbères, et des Peuls, et des Soninké, et des Wolofs, et des Bambara. Pourquoi ne Donc, les pas alors Haratim, mener, c'est une communauté à part. pourquoi ne pas alors mener un combat au niveau culturel comme quoi que les Haratines vont sentir avoir une appartenance qui leur est propre, comme ça valoriser leur culture? Moi, je pense que la priorité, c'est de mener d'abord un combat pour les droits fondamentaux de la personne humaine. Parce que quand les Haratim recouvrent leurs droits fondamentaux, il sera aisé maintenant pour eux de construire, de valoriser à part. Ouais, sauf que si on fait le parallèle un petit peu entre la situation des Haratines et puis ce qui s'est passé aux États-Unis en certain temps, on voit quand même que les Noirs américains sont beaucoup inspirés de la culture pour s'affranchir du joug esclavagiste. Bon, même si on ne demande pas de transposer, est-ce qu'il n'est pas possible de s'inspirer de ce modèle pour dire que quelque part aussi, la culture peut permettre de s'affranchir d'une tutelle? Moi, je pense que les moyens de lutte ne sont pas seulement les moyens culturels. Je pense que les Haratim peuvent bien mener leur lutte pour leur affranchissement par la voie de la lutte démocratique et du militantisme pour les droits, la lutte pour les droits civiques. Alors, l'association des Haratines de Mauritanie en Europe et puis OPIDH ont été quand même parmi vos principaux partenaires dans la dénonciation du système esclavagiste ou système raciste mauritanien. Est-ce que vous entretenez de très bonnes relations actuellement? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que Diko Hanoun et Diagana Mamadou Youssouf sont pour nous, Diko Hanoun et Diagana Mamadou Youssouf sont pour nous plus que des frères. Ils sont pour moi plus que des frères. Ils sont pour Ira plus que des soutiens. C'est des partenaires à part entière dans notre lutte et notre organisation. Alors, dans votre dénonciation du racisme d'État, de l'esclavage en Mauritanie, on a l'impression qu'un certain nombre, on ne peut pas les nommer tous, de la minorité arabo-berbère, comme vous le dites, taxent les anti-esclavagistes d'être racistes ou ségrégationnistes. Est-ce que c'est un moyen pour vous décourager dans votre combat ou cette critique est justifiée d'une certaine manière? Non, c'est une tentative vaine de nous décourager, de nous diaboliser, de nous isoler, mais c'est vain, c'est des tentatives vaines, parce que jamais personne ne peut les croire. Parce que la première fois que j'entends que les Noirs sont racistes contre les Blancs, c'est en Mauritanie, dans le pays où les Noirs sont victimes de génocide, d'esclavagisme, pratiqués jusqu'à maintenant. Donc, ces propos n'ont aucun crédit et ne méritent même pas de réponse. D'accord. En fait, le FLAIR, comme on communément appelé Front de lutte contre l'exclusion, le racisme et l'esclavage en Mauritanie, qui avait quand même suscité un certain nombre d'espoirs autour de l'unité de toutes les victimes en Mauritanie, ne marche plus en fait. C'est un problème de leadership entre les membres de différentes organisations qui composent ce front, ou il y a eu d'autres problèmes? Non, c'est pas vrai. Toutes les choses marchent. Tout marche en Mauritanie. IRA marche et s'est multiplié. Devenir une association avec une organisation avec des dizaines de milliers de membres un peu partout dans la Mauritanie. Elle a aligné beaucoup de foules. Elle a beaucoup de possibilités intellectuelles et de communication, de mobilisation.
non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Mais est-ce que vous collaborez quand même avec les autres organisations qui Oui, éventuellement... on collabore avec des organisations, mais il ne faut pas obliger les gens à se confiner tous dans une seule organisation. Ça, je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Mais ça ne dénote pas, la multiplicité des organisations, ça ne dénote pas de l'échec, au contraire. D'accord, pour finir un petit peu par rapport à la situation politique mauritanienne qui est en pleine effervescence, quel regard portez-vous là-dessus? Non, je pense que toutes les discussions qui sont encore en Mauritanie entre les deux pôles du système, que sont le pouvoir et l'opposition, qui sont deux pôles du même système d'oppression et d'esclavage. Je pense que les discussions entre eux, les confrontations entre eux, c'est sur la forme seulement de maintenir l'injustice dans le pays. Je pense que les questions de fond ne sont pas effleurées, ne sont pas touchées, ne sont pas à l'ordre du jour dans cette confrontation qui pour nous est une confrontation qui n'a aucun intérêt et qui ne doit avoir aucun intérêt pour les populations mauritaniennes. Et je lance un appel ici aux populations mauritaniennes de ne pas se berner par cette confrontation entre les loups qui ont toujours saigné ce peuple, qui l'ont divisé et qui maintiennent dans ce peuple l'esclavage, la division, le tribalisme, le racisme, la gabégie, le vol, l'arnaque et la dilapidation des richesses. Et je lance un appel à tous les Mauritaniens de rompre avec ces partis d'opposition et de la majorité qui ne font que reconduire l'injustice dans le pays. Et je lance un appel au peuple de se préparer à un vrai changement. Un changement populaire, pacifique, mais par un refus qui doit englober toutes les populations, toutes les masses, toutes les luttes propres. Un refus de la manière dont a été gérée la Mauritanie depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Et un refus de ces nouveaux candidats qui sont dans l'opposition, qui veulent aussi prendre le relais de cette gouvernance raciste et esclavagiste, de cette gouvernance de gabégie, de cette gouvernance de vol, d'arnaque, de tribalisme. Je lance au peuple mauritanien un appel pour qu'il refuse tout cela et qu'il se prépare avec IRA et les autres mouvements au vrai changement que nous allons créer en Mauritanie. Bon, je pense que là, vous avez conclu en un mot. Ouais. Si éventuellement vous avez un message particulier. C'était tout ce message. Ok, merci d'avoir accepté notre invitation.